Je vais vous proposer ce soir d'imaginer un dîner. Vous êtes avec des amis, l'ambiance est excellente, vous buvez un verre et vous avez envie de partager une récente expérience personnelle. Depuis qu'on s'est fait cambrioler l'été dernier, on ne se sent plus chez nous. C'est comme si tout était sale, ça a créé un traumatisme. Non, vraiment, ça va pas. Ceux à qui c'est déjà arrivé vont vous dire à quel point ils vous comprennent. Puis les autres, ils seront prêts à essayer avec toute la bienveillance qui caractérise vos amis. Imaginez ce même dîner, cette même bonne ambiance. La confiance s'installe et vous partagez ceci. Quand j'étais petite, j'avais un oncle qui mettait sa main dans ma culotte quand on regardait la télé, ensemble, chez ma grand-mère. Et aujourd'hui encore, je me sens sale de cet acte que je sais désormais être violent et que je subissais en silence dans un lieu qui était supposé sécure. Et là, malaise. Plus personne ne sait quoi dire ou comment se comporter. D'ailleurs, sans aller jusque-là, quand je parle de mon travail d'avocate dans ces mêmes dîners entre amis, si j'aborde la défense des victimes de violences sexuelles, surtout pour les enfants, on me dit souvent « Oh non, ouais, c'est bon, tu vas pas encore nous plomber avec ton boulot, là. » Alors que, si j'aborde un dossier de divorce un peu atypique, je suis assaillie de questions toutes plus curieuses et passionnées les unes que les autres. Donc, en 2022, il y a encore des choses qu'on peut dire et d'autres manifestement pas. Pourtant, c'est bien de violence sexuelle dont je suis venue vous parler ce soir. Désolée pour ceux qui attendaient des détails croustillants sur des cas de divorce dignes d'une série B. Parce qu'on a beau passer le sujet sous silence, c'est quand même en moyenne 2 élèves par classe qui en sont victimes. Là, je ne vous parle pas de l'inconnu qui va abuser de votre enfant au fond d'une cave, mais des violences sexuelles imposées par les proches, le plus souvent dans le cadre familial. Ça, évidemment, personne n'a envie d'y penser, et c'est bien normal. On a tous envie d'avoir des relations de confiance absolue avec les gens qui entourent nos enfants. On ne veut pas envisager ces hypothèses, et encore moins en parler avec nos petites têtes blondes. Et c'est d'ailleurs bien parce que c'est difficile d'en parler que le fléau perdure. Si on n'est pas capable d'entendre un adulte, à l'occasion d'un dîner, aborder ce sujet, alors que dire de notre capacité à entendre la parole d'un enfant, ou simplement à aborder correctement le sujet avec lui? Je ne suis pas venue vous faire pleurer ou culpabiliser, rassurez-vous. Si je suis venue ce soir, c'est pour vous annoncer une première bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous agir pour que les paroles de la prévention et de la révélation se libèrent. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'élever vos enfants dans la peur, mais simplement dans le respect de leur corps et le culte de la parole. Élever les enfants dans le respect de leur corps, ça commence par exemple par ne pas leur imposer des bisous ou des câlins. Et je voudrais rappeler au passage que la politesse, c'est dire bonjour, pas faire un bisou à Tati Daniel si manifestement on n'en a pas envie. Et pour ça, grand merci au Covid qui nous incite désormais tous à demander avant d'imposer un contact physique à autrui. Alors, bien sûr, ça peut vous faire tout drôle quand votre petite 4 ans vous refuse un câlin parce que c'est mon corps, c'est moi qui décide. Mais est-ce que ce n'est pas tellement rassurant de se dire qu'il a intégré ce droit fondamental à dire non? Pensez-y pour vous-même. Comment vous l'avez intégré, ce droit? Est-ce que le bisou imposé dans l'enfance ne s'est pas parfois transformé en des actes sexuels plus ou moins contraints, un peu par politesse, eux aussi? Maintenant, clairement, s'opposer à l'adulte pour un enfant, c'est extrêmement difficile.
Donc, il ne s'agit pas de culpabiliser un enfant qui n'a pas été en capacité de le faire. Ce qu'on va pouvoir expliquer à nos enfants, c'est que les adultes savent qu'ils n'ont pas le droit de toucher leur partie intime, partie qu'on va nommer correctement pour éviter qu'elle devienne taboue. Et que ce sont eux, les adultes, qui sont responsables de respecter cette règle. Le rôle de l'enfant, lui, ça va être de parler si quelqu'un lui fait du mal. Et ça, c'est quand même une prévention qui va bien au-delà des violences sexuelles, parce que les enfants sont aussi victimes de maltraitance, de harcèlement scolaire, et j'en passe. Donc, une fois le respect du corps acquis, apprenons-leur le culte de la parole. Avec l'enfant, on va identifier les personnes de confiance. Les parents, les grands-parents, les parrains, les marraines, les oncles, les tantes, les instituteurs. Croyez-moi, on a quand même intérêt à en avoir un bon petit stock, parce qu'il n'est pas sûr que la première va être en capacité d'entendre, et il n'y a malheureusement pas pire sourd que celui qui ne veut pas. Ensuite, on va distinguer une règle toute simple. Les secrets bonbons et les secrets poisons. Le secret bonbon, c'est celui qui rend joyeux quand on y pense. C'est la surprise qu'on prépare à maman pour sa fête. On a hâte d'y arriver. Le secret poison, lui, il rend triste ou en colère. C'est tout noir dans sa tête, dans son cœur quand on y pense. Bien celui-là, il faut s'en débarrasser au plus vite en le livrant à une personne de confiance. Puis une autre, si la première n'a pas été en capacité d'entendre, parce que les adultes, parfois, sont entravés dans leur écoute. D'ailleurs, en tant qu'adulte, si on est prêt à entendre la parole d'un enfant, pourquoi ne pas systématiser le dépistage ? Il suffit souvent de demander à un enfant si quelqu'un lui a déjà fait du mal. S'il n'a rien à signaler, il va vous parler de Titouan qui a piqué son ballon à la récré. Mais s'il a besoin de parler, il saura que votre oreille est vraiment ouverte. Deuxième bonne nouvelle de la soirée. Vous n'êtes pas seul et démuni pour aborder ces sujets difficiles, c'est vrai, avec les enfants qui vous entourent. On vous a sélectionné plein de livres adaptés dès 2 ans qui sont disponibles sur le stand de Le Fayeur à la sortie, qui vont vous permettre d'avoir les mots justes pour aborder ces sujets avec tous les enfants qui vous sont chers. Les livres, c'est super, parce que quand ils vous demandent en plein milieu du repas de famille de la Toussaint comment on fait les bébés ? Plutôt que de vous empêtrer dans vos histoires de graines, d'abeilles, de choux et de roses, vous allez pouvoir leur dire « Mais j'ai un super livre à la maison pour t'expliquer ça !» Voilà, là j'ai fait le job. En sortant d'ici, vous allez tous acheter un livre, ici, et prêcher l'importance de la parole à tous les enfants du monde. Et puisqu'il me reste quelques minutes, je voudrais quand même vous dire que la parole libérée, c'est évidemment pas réservé aux enfants, et que les adultes aussi ont droit au respect absolu de leur corps. À l'heure de MeToo, on aimerait bien tous que ça aille de soi, mais moi je constate une culture du viol encore très prégnante qui vient entraver les dénonciations. La culture du viol, vous savez, c'est l'image de la supposée vraie victime qui est véhiculée notamment au cinéma. C'est celle qui se fait agresser par un gars avec un couteau dans la rue, qui la viole pendant qu'elle hurle et qu'elle se débat de toutes ses forces. Cette victime-là, moi, en bientôt 15 ans de carrière, je n'ai jamais vu. Je n'ai assisté que des femmes sidérées, figées, silencieuses, au mieux suppliantes. Et puis elles trouvent toujours un truc à se reprocher, alors c'est l'alcool, la jupe, l'heure tardive, le refus de se faire accompagner, la confiance qu'elles ont pu accorder au début à celui qui va les agresser. Donc elles ne se sentent pas assez victimes, elles s'enferment dans cette honte et se murent le plus souvent dans le silence. Et puis, il n'y a pas de preuves, me dit-on souvent au premier rendez-vous. Eh bien, figurez-vous qu'effectivement, les victimes n'ont pour seule arme que leur parole. Mais que cette parole, elle est étonnamment puissante, parce qu'elle va être constante, circonstanciée, personnalisée, confortée par des expertises psychologiques.
à l'heure où l'amnésie traumatique s'est démontrée bloque le souvenir de l'agression pendant parfois des années, on craint aussi la prescription, même si cette prescription elle n'a pas cessé d'augmenter depuis que j'exerce. Bien, même si ça paraît tard, cette parole, elle reste très utile. D'abord parce que personne ne va pouvoir dire au départ si les faits sont prescrits ou pas, et ce d'autant que les associations de victimes militent pour une suspension de la prescription en cas d'amnésie traumatique et que la législation évolue. Ensuite, parce que ça peut être prescrit au pénal, mais pas au civil, et que dans tous les cas, la personne mise en cause va être confrontée aux accusations portées contre elle. Enfin, parce que parler, c'est aussi protéger les autres, permettre que d'autres victimes soient découvertes, mettre un coup d'arrêt à un auteur qui peut-être réitère, faire en sorte que la honte change de camp. Alors, cette parole, c'est l'éducation par l'exemple aussi. C'est la démonstration pour tous les enfants qui nous entourent qu'on ne peut pas taire ce type d'agression, qu'on a toujours le droit, quel que soit le contexte, quelle que soit notre réaction, notre absence de réaction, de dénoncer la violation de notre intimité. Alors parlons-en, prenons soin de nous-mêmes pour montrer aux enfants comment prendre soin d'eux. Et sur cette question de la prévention, je vous propose un petit sondage. Qui parmi vous a déjà expliqué à un enfant les règles de sécurité avant de traverser une route? Je vois une majorité. Et vous l'avez fait une fois, 5 fois, 10 fois, un nombre incalculable de fois. Oui, parce que comme dit toujours ma maman, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et maintenant, qui parmi vous a déjà expliqué à un enfant le droit au respect de son corps? Bravo pour ceux qui l'ont fait. Et vous l'avez fait une fois, 5 fois, 10 fois, peut-être pas un nombre incalculable de fois. Et pourtant, la prévention, c'est tous les jours. C'est pas une fois en passant en étant content de s'être débarrassé du sujet, mais au quotidien, comme pour tous les autres risques auxquels sont exposés les enfants. Bravo, vous faites désormais tous et toutes partie de la grande équipe de prévention contre les violences sexuelles sur les mineurs. Alors, à vos livres, à vous de parler aux enfants, pour vous-même si vous êtes concernés. Sortons du silence, finissons-en avec cette invisibilité des victimes, parce que cette lutte, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir la gagner.